Bonjour, il y a quelques semaines, j'ai signé un texte sans grande illusion, je l'avoue, pour que soit organisé un référendum sur le maintien de la France dans l'Union européenne. Macron ne veut pas d'un référendum qui se transformerait en plébiscite pour le mettre dehors. Il ne veut d'ailleurs pas plus d'un référendum qui dirait non à l'Union européenne et mettrait à jour l'escroquerie européenne. Eh bien, l'escroquerie européenne, justement. Parlons-en. Durant des décennies, nous avons eu droit à une fable récitée sur tous les tons. L'Europe, c'est la paix. Les plus anciens, ceux qui avaient vécu la barbarie de 39-45, qui avaient été élevés dans la boucherie de 14-18, étaient sensibles au récit officiel. Ils voulaient y croire. Du coup, le mythe européen faisait son chemin, malgré des résistances ici ou là. L'Europe, c'est la paix? Eh bien non, c'est tout le contraire. En réalité, l'Europe, c'est la guerre. L'Union européenne, l'Europe, l'Union européenne exactement, construction politique faite pour servir le capitalisme, les intérêts du capital financier, eh bien c'est la guerre économique d'abord. L'Union européenne, ses institutions, la Commission européenne, la Banque centrale européenne et d'autres, sont les instruments du capital pour détruire les nations, car les nations sont l'ultime rempart contre l'ultralibéralisme sans limite. Pour détruire les nations, la cible désignée par le capital financier, eh bien, c'est la production, c'est-à-dire les moyens de l'indépendance nationale, de la souveraineté nationale. C'est ainsi qu'il faut comprendre, notamment les vagues successives de fermetures d'usines, de fermetures d'entreprises, des fermetures qui, sur tout le territoire national, visent l'industrie française depuis des décennies. La scierie, la sidérurgie, la métallurgie, les fonderies, le textile, j'en passe et des meilleurs. L'Europe, l'Union européenne exactement, eh bien c'est la guerre au sens propre du terme. L'Ukraine, aujourd'hui, en témoigne. Les va-t-en-guerre s'en donnent à cœur joie. Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, ou Emmanuel Macron, en tête. Pour tenter de juguler la crise économique, nous voilà sous économie de guerre. Des milliards, des centaines de milliards sont attribués à l'industrie d'armement qui fait ses choux gras sur les destructions, sur la misère, ses choux gras sur la souffrance, sur la mort. Les centaines de milliards pour la guerre, eh bien ce sont des milliards qui, sous l'action de l'Union européenne, sont piqués, sont prélevés sur les salaires, sur l'emploi, sur les retraites, sur la protection sociale, sur les services publics notamment. J'ai vu l'évolution. En 2011, je publiais aux éditions Gazevitch un livre qui veut la peau des services publics. Déjà la santé, avec les hôpitaux de proximité, était amputée, comme les transports, avec ses fermetures de lignes ferroviaires. L'éducation, avec des réformes successives de programmes à la baisse qui transformaient les salles de classe en simples garderies. Et les EHPAD, qui préfiguraient déjà les mouroirs de la période Covid. L'énergie, avec le saccage d'EDF et l'ouverture de la concurrence, et qui faisait exploser les prix. La téléphonie, avec les drames de France Télécom, annonciateur de suicides en cascade. Bref, tous les services publics passaient à la moulinette de l'Union européenne. Inutile de dire que tout cela ne s'est pas arrangé, ça a empiré. Systématiquement, l'Union européenne, au nom de la concurrence libre et non faussée, casse les monopoles pour attribuer ce qui est rentable au privé. L'Union européenne s'oppose aux services publics, il y oppose le service dit d'intérêt général. Et il voit un double avantage. D'abord, la liquidation des statuts des fonctionnaires accusés d'être des nantis, pardi. Sans statut, bien les fonctionnaires deviennent corvéables à merci, surtout sont dans l'incapacité de résister aux diktats de leur employeur pour défendre leur métier et les services des usagers. L'usager, soit dit en passant, qui devient un client. Ensuite, les services d'intérêt général sont remis dans les mains du privé, ce qui a pour conséquence un service assuré dès lors qu'il est rentable, un service au rabais si la rentabilité est moindre, et puis pas de service du tout si la rentabilité est nulle. Bref, le contraire du service public, et en fin de compte, ce sont les usagers, les citoyens, nous, qui sommes les victimes d'une telle politique. L'Union européenne et sa politique viennent de loin. Cette politique est inscrite dès le début dans le traité de Rome, instituant la communauté économique européenne en 1958, puis dans tous les traités successifs, dont le traité de Maastricht de 1992, fondateur de l'Union européenne, voté notamment à l'époque par Mitterrand au pouvoir et le Parti socialiste. En 1983, ils adoptent le tournant de la rigueur. Simple parenthèse, diront-ils à l'époque, parenthèse en soit dit en passant, qui n'aura jamais été refermée. En 2005, date historique, le peuple français dit non au traité de constitution européenne. Ce non exprimé un vote de classe, le non à la mondialisation capitaliste, le non à la disparition de la nation, le non, revenu quelques années plus tard,
avec les Gilets jaunes. 2005, c'est aussi pour une des toutes premières fois, avec une telle clarté, la démocratie bafouée au sens propre du terme. Je travaillais alors à France Télévisions et je me souviens de l'ambiance délétère, avec un matraquage médiatique sans retenue pour le oui. Le non n'avait pas la parole. Nous avions, quelques collègues et moi, pris alors la décision de lancer un appel. Le non censuré dans les médias, ça suffit. Nous attendions quelques centaines de soutiens dans le meilleur des cas. Eh bien, en quelques heures, ce sont des milliers de signatures qui sont arrivées. 10 000, 20 000, plus encore ont afflué. Nous étions complètement dépassés. La démocratie avait des défenseurs, ce qui n'a pas empêché 2 ans plus tard au congrès de Versailles l'organisation d'un véritable déni de démocratie. Députés et sénateurs votant un texte, véritable copie-collée du projet refusé 2 ans auparavant en s'asseyant sur le vote souverain des Français. Un peu plus tard, la souffrance infligée au peuple grec par la Troïka, la Banque centrale européenne, la Commission européenne et le Fonds monétaire international, la Troïka donc, illustrait s'il le fallait la nature de l'Union européenne et l'importance de la résistance des peuples. En 2005, quelques responsables politiques, certains à droite, Mélenchon et Fabius à gauche, le Rassemblement national aussi, se prononçaient pour le non. Aujourd'hui, tout le monde semble bien rentré dans le rang. Et l'Union européenne antidémocratique en profite. Les élections en Roumanie en témoignent. Tenez, l'Union européenne se permet ainsi d'invalider un candidat pour ses positions jugées trop anti-européennes, lui interdisant de se proposer au suffrage des Roumains. Mais quelles que soient ces positions et quoi qu'on en pense, c'est au peuple roumain que l'Union européenne veut couper la parole. L'Union européenne prend goût au fonctionnement dictatorial. Les lois européennes s'imposent. Plus de monnaie nationale, plus de frontières, plus de liberté. Le Mercosur, imposé par l'Union européenne sans même que la France n'ait fait valoir son droit de veto, vient se rappeler au bon souvenir des paysans agriculteurs qui crèvent. Nous vivons un paradoxe. La majorité des Français est opposée à l'Union européenne et pourtant, sur le plan électoral, les partisans d'une rupture avec l'Union européenne ne ramassent que quelques miettes. Le souverainisme, ou ce qu'on appelle ainsi, est ultra minoritaire, voire inexistant. Alors pourquoi ce paradoxe ? Eh bien, le souverainisme de nos souverainistes traditionnels s'inscrit dans le cadre du capitalisme et donc ne fait pas recette. Souverain pour quoi faire ? Eh bien, c'est à cela qu'il faut répondre. Être souverain sur le plan social, pour le pouvoir d'achat, la possibilité pour tous de finir le mois dignement, se nourrir, se loger, se soigner, utiliser les services publics, élever ses enfants, pour une haute fiscalité en faveur des petits, des citoyens, des travailleurs, des artisans, des petits patrons aussi, afin notamment de permettre des emplois de proximité pour supprimer le chômage, et non une fiscalité pour les gros, dont les cadeaux bénéficient en général aux actionnaires. Être souverain sur le plan démocratique, eh bien, c'est donner vie au gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. L'opposé de la Ve République, antidémocratique, dont les institutions donnent de fait les pleins pouvoirs à un président minoritaire dont la politique est rejetée par le peuple. Être souverain sur le plan politique, c'est rejeter la soi-disant souveraineté européenne de Macron, mise en avant pour défaire la souveraineté nationale, la souveraineté populaire, pour détruire la nation, décidément l'ennemi dans notre propre pays. Être souverain, c'est rejeter la mascarade trumpiste d'un homme d'affaires qui a fait fortune dans l'immobilier, qui en Ukraine vise les ressources naturelles et à Gaza une station balnéaire, qui passe des accords avec le nouveau chef de Syrie en lorgnant sur les milliards de la reconstruction, des accords avec cet ex-djihadiste qui hier se félicitait des attentats du Bataclan et qui aujourd'hui est par ailleurs reçu comme si de rien n'était par Macron à l'Élysée. 29 mai, Gilets jaunes, refus de la Constitution européenne, Brexit, volonté des peuples, incapacité de l'Union européenne de répondre au minimum, le choc inévitable n'a pour le moment été que différé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à cliquer sur le petit pouce quelque part sur l'écran en signe d'encouragement et pour permettre à cette vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait pour être mieux informé. Enfin, vous pouvez me retrouver ainsi que certains de mes amis sur le site La Sociale où nous publions éditos, articles, analyses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien. À la prochaine. Salut.